Bonjour et bienvenue à l'intérieur de ce nouveau format Starbets, donc à l'intérieur de ce DVD qui a été tourné durant la saison 2017 avec 4 membres de l'équipe. On n'a pas réinventé la roue, hein, on n'a pas réinventé le film halieutique, mais on avait juste envie, tous les quatre, de vous faire part de notre quotidien durant un week-end ou une journée de pêche et vous expliquer notre façon d'aborder la situation suivant les conditions climatiques ou de terrain. Donc, dans un premier temps, c'est Stéphane qui va vous emmener sur un plan d'eau géré par une association. Donc, c'est un plan d'eau qui s'apparente plus ou moins à un plan d'eau privé. Donc, je sais que beaucoup aujourd'hui pêchent dans ce type de plan d'eau. Donc, vous allez être nombreux à vous retrouver dans Stéphane. Ensuite, à mon tour, je vais vous emmener sur un plan d'eau qui me tenait à cœur. C'est un plan d'eau de mon enfance, c'est le plan d'eau là où j'ai débuté vraiment la pêche de la carpe, où j'ai fait mes premières nuits et où j'ai pris mes premiers poissons nocturnes. Donc j'avais hâte de vous y emmener et les poissons ont bien voulu jouer le jeu. Et je vais vous faire découvrir également tout ça et mon approche à longue distance. Ensuite, ça va être Cédric qui va vous emmener pour une pêche folle, une pêche de rendement, une pêche où il fallait qu'il fasse énormément de poissons pour arriver à cibler les poissons qu'il souhaitait, c'est-à-dire des poissons ultra écaillés, type foulis ou linéaire. Je vous laisse découvrir également cette partie qui est très très intéressante. Puis pour finir, c'est Jean-Marc qui va vous emmener sur un plan d'eau proche de la société. Il va vous faire découvrir la pêche aux zigues. Donc je sais que c'est une pêche qui a un petit peu de mal à décoller, très peu la pratique, à tort. Jean-Marc va vous donner vraiment les clés pour débuter cette pêche, mais également vous expliquer ce qu'il faut faire en cas de conditions difficiles. Ça a été le cas lors du tournage. Souvent on dit que pour la pêche aux zigues, il faut du soleil et un temps anticyclonique. Là, il aurait eu tout l'inverse, dépression, pluie, etc. Mais il va également vous prouver par ce fait que tout est possible, même aux zigues, dans ces conditions. Donc voilà, donc, je le répète, on n'a rien réinventé, juste envie de partager ces moments avec vous. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que nous avons pris à le réaliser. Maintenant, je vous laisse découvrir tout ça. Je pêche un plan d'eau où il y a une pression de pêche relativement importante, donc les poissons ne sont pas forcément simples à piquer,
Et je pêche également à des distances assez longues. Donc il a fallu que je réfléchisse pour trouver donc un montage qui soit adapté à ces contraintes. Donc pour ce faire, ben voilà, je vais vous expliquer un petit peu l'approche que j'ai eue, quoi. Donc pour arriver à régler la partie un petit peu longue distance, je sais que les plombs marins permettaient d'atteindre des distances correctes du fait de leur forme qui est assez aérodynamique. Et puis ils vont permettre de résoudre également un problème important qui est la partie autoferrage. Hein. Alors, je ne réexplique pas comment fonctionne le plomb marin, mais c'est vrai que on a ici, lorsque le poisson va l'engamer, on prend l'inertie, donc l'inertie complète du plomb va permettre l'autoferrage. Donc ça, c'était aussi certains gages de qualité par rapport à ça. Et puis ensuite, mon bas de ligne, il va être constitué de différents éléments. Donc il y a une partie souple qu'on voit ici. Donc cette partie-là est réalisée avec de la tresse graniti. Ensuite, je vais avoir une partie articulée avec un petit anneau double que je retrouve au milieu de mon bas de ligne, et puis du shadow, hein, donc en 40 centièmes, donc qui lui va permettre d'avoir une partie rigide. Et cette partie-là va permettre au poisson de vraiment engamer l'ensemble sans que ce soit trop souple, quoi. On retrouve également un curve shank. L'intérêt de cet hameçon-là, c'est pareil, c'est quelque chose qui est très agressif. Donc vraiment, mon objectif à moi, c'est d'avoir un montage agressif. Dès que le poisson engame l'ensemble, eh ben voilà, je suis quasiment sûr qu'il est piqué. On retrouve dessus donc un petit émerillon à anneau qui va permettre d'avoir une articulation, pareil, hein, un mouvement sur la hampe de l'hameçon, et puis un bonhomme de neige avec les NFS, et puis voilà, quoi. Hein, donc un ensemble relativement simple, et puis l'ensemble est relié à ma canne, bien sûr, à l'aide d'un X-Core, à LED core. Hein. Voilà. Donc j'ai à peu près 1 mètre de LED core en boucle. Donc assez simple d'utilisation, quoi. Et puis dans ma configuration, hein, qui est celle que j'ai aujourd'hui, c'est quelque chose qui correspond assez bien à la pêche que j'ai à pratiquer. Là, je pêche une zone à assez longue distance à la canne. Et le problème, c'est qu'avec mon Cobra, je suis un peu juste en termes d'amorçage. Donc, je suis venu faire le tour sur la berge et je vais pouvoir amorcer proprement à la fronde. Donc, c'est plutôt simple. Et en plus, je vais vraiment être précis sur mon coup. Donc, je mets les bouillettes classiques et surtout, je mets également quelques bouillettes que j'ai enrobées au préalable. Pour les enrober, j'ai simplement mis un petit peu de Boilie Mix et puis pour que ça tienne du squirt. Donc voilà, je fais mon enrobage tranquillement et ça va permettre de différencier un petit peu mon amorçage. Je vais avoir des bouillettes classiques et également ces fameuses bouillettes enrobées. Voilà, j'en mets quelques-unes et puis c'est pratique, donc je reviendrai hein, tranquillement.
un bilan plutôt mitigé, quoi. Donc là, j'ai fait 2 nuits. Il me reste encore une nuit à faire. La première nuit, je prends 2 poissons. Donc là, bah, plutôt sympa, plutôt confiant. Je venais d'arriver, donc j'avais sondé. Et puis, je trouve une zone assez sympa avec un plateau, un cassant. Là, donc, je mets des NFS, etc. Et puis, donc 2 poissons, donc plutôt correct, quoi. Et j'étais confiant pour la seconde nuit. Donc là, j'ai des cannes qui sont positionnées en spot un petit peu partout. J'ai sondé pas mal l'endroit. J'ai trouvé des zones bien différentes, bien marquées, avec des profondeurs qui alternent. Et là, je prends qu'un seul poisson la seconde nuit. Donc, alors, sur une zone, pareil, assez marquée, où j'avais mis également donc des NFS enrobés. Hein. Donc peut-être que ça a fait la différence, mais c'est même pas sûr, parce que là, voilà, j'ai pas eu beaucoup de touches, quoi. Donc voilà le constat pour le moment. Donc mes cannes en spot, il y a des cannes avec lesquelles j'ai enrobé aussi un petit peu de pâte, donc sur un plomb pâte. Donc je pensais que ça allait peut-être aussi à un moment donné faire la différence, mais ça n'a pas été le cas. Donc là, changement de tactique, il me reste plus qu'une nuit. J'aimerais bien quand même prendre 2-3 poissons au moins dans cette nuit-là. Et pour aborder cette nuit-là, donc là j'ai ressondé. Il y a un plateau là qui se situe à peu près à 90 mètres d'où je suis. Donc j'ai sondé ce plateau-là, j'ai trouvé une zone qui était bien marquée, hein, bien dure. Donc juste à la cassure du plateau, il y a une zone qui est dure. Et je pense que ça peut être une zone de passage pour les poissons. Donc voilà, là je vais amorcer. Donc la stratégie, ça va être de mettre 2 cannes dessus, d'amorcer avec une quantité plus importante d'appât. Je vais mettre 2 ou 3 kilos d'appât voilà, sur cette zone-là, en espérant que ça réagisse mieux. Voilà. Suite à la réorientation un petit peu de la stratégie, et ben voilà déjà un poisson, a priori ça a l'air de le faire. Donc j'espère que ça va continuer, le fait d'avoir amorcé quand même de manière un petit peu plus importante, sur un spot qui était quand même assez marqué, avec une zone dure. Ben voilà, les NFS ont l'air de bien fonctionner. Donc là, je viens d'entendre un bip sur l'autre canne. Peut-être une autre touche, et là ça pourrait plutôt être bon signe. Ah, c'est bon, j'ai une touche. Ouais. Me revoilà, je viens de faire un deuxième poisson. Il m'attend dans l'épuisette. Là, je vais remettre celui-là à l'eau et puis je vais vous présenter le second poisson sur le même coup. Donc c'est cool. Donc voilà la petite sœur qui va retourner rapidement à l'eau parce que j'ai plus aucune canne qui pêche. Enfin, en tout cas, les 2 cannes qui sont sur le coup ne pêchent plus. Et a priori, les poissons sont là. Donc je suis au bord de l'eau là et puis je pêche avec des nouveautés. Les NFS, donc NFS pour Natural Food Source. En fait, ce sont des appâts qui font partie de la gamme Concept, au même niveau que les SK30, les Signal, les Demon.
Voilà, ce sont des appâts qui sont 100% naturels, que ce soit du point de vue de l'odeur, du point de vue de la texture, et puis également du point de vue de la couleur. Alors ces appâts-là sont quand même un petit peu particuliers par rapport à ceux qu'on a dans la gamme Concept, parce que c'est Jean-Marc, hein, qui est Jean-Marc Le Breton, qui a travaillé vraiment sur la conception de cet appât-là. Et fort d'un constat particulier par rapport aux carpes, on voit que nos poissons, là, ils s'alimentent vraiment d'organismes vivants aujourd'hui. Et, et justement, Jean-Marc s'est dit, aujourd'hui, moi j'aimerais bien concevoir un appât qui se rapproche au maximum de ce type d'organisme, pour que les poissons puissent les engamer en toute sérénité, en toute sécurité, et pour pouvoir les piéger de manière vraiment naturelle, quoi. Donc, il s'est dit, aujourd'hui, elles mangent quoi? Elles mangent des écrevisses, elles vont manger des moules, des dressènes, enfin vraiment toute une quantité d'éléments vivants. Et puis, ces éléments ont tendance à générer des messages, hein, donc des messages un petit peu particuliers, des messages chimiques qu'on va retrouver, que les poissons vont identifier dans l'eau, quoi. Et le principe vraiment de ces appâts, c'est d'être capable de transmettre le même type de message. Ça peut être des dérivés organiques, des acides en fait différents, quoi. Et puis qui vont vraiment calquer parfaitement aux éléments naturels, quoi. Donc là, c'est vraiment un gros travail qui a été fait sur cet appât-là, hein, donc il a passé vraiment beaucoup de temps. Et puis également, les membres de l'équipe ont aussi testé ces appâts-là pour apporter ou non leur regard par rapport à ça, que ce soit dans différents types de pêche, des gens qui ont pêché en lac, en rivière, sur des gravières, enfin voilà. Essayer de généraliser au maximum cet appât pour que ça fonctionne vraiment, vraiment partout, quoi. Le but, c'est vraiment d'avoir des poissons qui vont manger ces appâts, comme si elles sont en train de manger des écrevisses, des porte-bois, etc., etc. On a tous été confrontés à des problématiques comme celle-là, le jour où il y avait, par exemple, une poussée de vers de vase, les vers de vase partout dans le plan d'eau, et souvent, on avait des difficultés à pouvoir prendre des poissons, quoi. Vraiment, le rôle de cet appât, c'est d'arriver à franchir ces limites-là. Donc, on a vraiment quelque chose de très technique. C'est un appât qui est vraiment avancé, quoi. On retrouve également une friabilité. On va retrouver des choses que vous connaissez déjà, hein, dans la gamme Concept, mais on retrouve ces éléments-là, hein, qui vont accentuer vraiment la diffusion de l'appât, quoi. Et puis également l'assimilation, hein. Vous allez avoir des poissons qui vont avoir tendance à vraiment beaucoup mieux assimiler l'ensemble, quoi. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Faut les utiliser. Ce sont des appâts qui fonctionnent plutôt bien. Moi, ça fait un petit moment que je les utilise et c'est plutôt très productif. Voilà un petit bilan de cette pêche là. Donc j'ai passé 2 premières nuits plutôt compliquées. Voilà, les poissons mordaient pas de manière régulière. Donc avec une météo de folie, il a fait super chaud à un moment donné, des orages. Enfin voilà, ça n'a pas arrêté d'avoir une météo changeante. Et puis donc les dernières 24 heures, je me suis dit là je vais tout réorienter. Donc j'ai sondé et j'ai trouvé une zone dure. Donc je me suis dit, écoute, voilà, je vais mettre 2 cannes dessus, en essayant d'amorcer régulièrement. Donc j'ai amorcé 2 jours, 2 nuits. À chaque fois que je prenais un poisson, je réamorçais. Donc vraiment, voilà, j'arrêtais pas. Alors c'est contraignant, hein, la nuit c'est contraignant. Donc du coup ça l'était moi parce que j'ai pris une dizaine de poissons. Donc j'ai été élevé toute la nuit. Hein, donc
à gérer les poissons, les amorçages, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, une partie de pêche plutôt cool, et le fait de réorienter, c'est vrai que ça apporte quand même. On hésite souvent en se disant bah, je vais quand même rester dans ce que je fais, et puis de tout changer en une fois, pardon, ben voilà, ça peut permettre de faire la différence. Donc les NFS ont fait super bien leur taf, vraiment voilà, des appâts qui fonctionnent hyper bien, quoi. Des poissons qui les assimilent aussi très très rapidement, quoi. Donc voilà, c'est plutôt cool, c'est à refaire le plus rapidement possible. Donc maintenant, je vous laisse avec Seb, qui va vous emmener dans un de ses spots près de chez lui, et je pense que ça risque d'être très très sympa également. On est au terme de notre fin de partie de pêche, il reste encore la petite matinée. On a passé un petit 48 heures fort sympathique ici, j'étais surexcité à l'idée de revenir pêcher en ces lieux. Moi ça fait 20 ans que j'ai pas repêché ici, c'est ici que j'ai fait mes premières armes, c'est ici qu'à l'âge de 14-15 ans j'ai commencé à faire mes premières nuits. Historiquement aussi ça fait quelque chose toujours de revenir ici, c'était le premier lac ouvert en pêche de nuit. Donc voilà, on est venu ici dans l'espoir de faire quelques belles miroirs, mais aussi on est venu également pour son cheptel exceptionnel en amour blanc. Ici il y a une quantité assez intéressante avec des spécimens très très gros, plusieurs sujets au-delà de 20 jusqu'à 30 kg, c'est incroyable. Donc côté stratégie, on a fait très simple. Je sais qu'ici, de mémoire, les miroirs, on le faisait toujours au large, très très loin. Donc on va mettre en place, on a mis en place un amorçage assez conséquent en plein milieu. Et puis on a également fait un coup au bord, vraiment extrême bordure, entre 5 et 15 mètres maximum. Là c'était vraiment pour cibler les amours blancs, on a fait l'amorçage qu'à la graine. Maintenant, je vais vous laisser découvrir tout ça. La pêche au début était très compliquée, on a eu des doutes, on s'est même demandé si on allait arriver à faire les poissons. Mais finalement, ils ont voulu jouer le jeu, ils sont rentrés en action. Allez, on vous laisse découvrir tout ça.
Donc voilà, enfin là le coup, au bout entre 24 et 30 heures de pêche là sur le spot, les poissons sont mis enfin en activité dessus, sont rentrés sur l'amorçage. Donc là on va leur remettre une petite sauce, histoire de les garder bien actifs sur le spot. Donc mélange de Tiger Nuts et de bouillettes. Donc j'aime bien mélanger deux types d'appâts pour intéresser un maximum de poissons. Donc là les OFS et un petit peu de pêche mango and butyric en 14 mm et les autres en 20 mm. Tout ça pour intéresser un maximum de poissons, les garder bien actifs sur le coup. On va remettre ça au bait rocket, au cobra ça fait un petit peu loin. Donc 120 mètres de distance, on va propulser tout ça, on va se faire un peu les bras. Donc là, en plus de la petite tresse en 20 centièmes spécial bait rocket de la gamme, donc j'ai rajouté une tête de ligne quand même en 35 centièmes, histoire de renforcer et pas de casser au lancis, parce que là on charge, on a le gros modèle en bait rocket, et comme il faut lancer très loin, il faut forcer très fort, prendre des pas d'élan, mettre le doigt de lancer pour pas se couper les doigts, et c'est parti.
Côté montage, ce qui a le mieux fonctionné sur mon coup à longue distance, donc c'est le montage SHOD, donc très agressif. Donc pour faire simple, sur la terminaison en anti-emmêleur, j'utilise un LED core, un X-core en 45 livres sur environ 1 m, 1 m 20. Je positionne 2 petites perles que je pique en sens inverse de manière à ce qu'elles ne coulissent pas, qu'elles restent bien, qu'elles coulissent sous la force d'un poisson, mais qu'elles restent bien fixes lors du lancer. Entre les deux, j'ai mis un petit émerillon hélicoptère qui permet d'avoir une bonne rotation lors du lancer. Ensuite, un petit shadow en 60 centièmes raccordé en D-rig sur un hameçon SHOD, les nouveaux hameçons de la gamme en taille 6. Voilà, donc dessus, je monte une petite pop-up en 14 mm, une fluorolight. Donc ensuite, à 10 cm du plomb, ce que je fais, je raccorde un petit émerillon en taille 11 que je viens recouvrir avec de la canne thermo. Ce petit émerillon a juste pour effet, lorsque je combats un poisson et que ça vient à coulisser, que ça s'arrête à 10 cm du plomb, que ça se mette bien en butée, de manière à ce que ça évite que le plomb rentre dans la bouche du poisson, comme bien souvent sur les montages SHOD classiques. Et là, souvent, on obtient des décroches. Donc le petit avantage de ça, c'est qu'on limite grandement le nombre de décrochages. Ensuite, tout simple, la petite perle, le petit manchon hélicoptère qui vient recouvrir le plomb sur lequel j'ai enlevé bien évidemment l'émerillon pour que je sois le plus court possible et que tout rentre dedans et que ça s'en mêle pas. Voilà. Très simple, très efficace. Aujourd'hui, c'est le montage de la situation. Ça nous a permis de faire 3 touches en très peu de temps ce matin. Voilà. Quatrième ou cinquième poisson là, pris sur la bordure, à quelques mètres du bord, sur un amorçage uniquement basé à la graine, mélange de maïs, blé et tiger nuts. Je mets volontairement pas de bouillettes, non pas qu'elles aiment pas ça bien évidemment, mais c'est un festé de poisson-chat qui, autant au large, il nous laisse à peu près tranquille dans les grandes profondeurs, mais là sur les bordures, c'est infernal, même les fils anti-chat il les déniappent. Donc là, voilà, on base à la tiger nuts, donc là éché avec 2 petites tigers bien équilibrées. Ça fait le job. Bon, on vise surtout, là, il y a des très très gros amours. Pour le moment, on n'a pas la chance d'avoir la visite, mais bon, on se console avec quelques jolies communes. Et celle-ci, aux écailles d'or, elle est vraiment magnifique. Superbe poisson. Voilà, en attendant, en espérant un grand blanc. On verra bien. Si on a un peu de chance, il nous reste une nuit et une matinée de pêche. À voir ce qui va se passer. On va insister et on va leur redonner un petit peu de graines.
voilà. Le voilà, ce poisson bonus qu'on attendait depuis qu'on est là. On est venu pour lui. On l'a eu en plein après-midi, magnifique. Sur le coup, à longue distance. Regardez-moi ce mammouth. Superbe. Donc trois poissons ce matin, là, coup sur coup, là. J'ai ramorcé tout de suite derrière aux bêtes roquettes pour maintenir les poissons en activité. On n'a pas eu de touche pendant 4 heures, je pense. Et je pensais à croire que les poissons avaient déserté la zone, mais non. C'est les mammouths qui sont rentrés sur le poste. Trop content. Un poisson magnifique, on est venu pour lui, on l'a. C'est exceptionnel, superbe. Maintenant, un peu de bonus, le grand blanc. Là, on verra. C'est les cannes de bordure là qui vont jouer pour ce poisson-là. Maintenant, le spot du large largement fait son boulot. Superbe. Regardez-moi ça, ce poisson. Tu mérites bien ta liberté. Voilà, c'est sur cette magnifique commune que s'achève notre petit 48 heures. Dernière touche, mais pas des moindres, aux couleurs d'or, magnifique. Donc un bilan plus que positif, avec 8-9 poissons larges, alors qu'au départ ça marchait pas trop. Donc elles ont quand même mis le temps, elles sont rentrées sur le coup. Elles ont eu l'air d'apprécier les OFS mélangés avec les petites pêches mango and butyrique. Superbe. Pour y rester encore 2-3 jours, je pense que les touches vont s'intensifier. Les poissons sont vraiment rentrés sur la zone. Après sur notre pêche de bordure, eh ben, c'est pareil, on a rentré pas mal de poissons. 7-8 poissons, je pense aussi également. Donc bilan ultra positif. Alors que c'était mal engagé, maintenant on va laisser repartir ce poisson. Et puis je vais vous envoyer dans le sud. Vous allez rejoindre Cédric, qui va vous faire découvrir un de ses lieux de pêche aussi, où les poissons valent chacun son pesant d'or. Je vous retrouve sur un lac de ma région, un lac collinaire. Donc comme vous pouvez voir autour de moi, le lac est très bas. Il est à moitié de sa surface. Donc ça annonce des conditions qui vont pas être faciles. Autre paramètre qui rentre en jeu aujourd'hui, c'est les nuisibles. Il y a beaucoup d'écrevisses qui vont compliquer largement la pêche. Et enfin, le cheptel. Bon, c'est un cheptel qui est vraiment particulier. Il y a une très belle densité de poissons. Très grosse densité, pas forcément des grosses carpes. J'ai pas la chance comme Seb on va dire, d'enchaîner des gros poissons en très peu de temps. Là, on va dire, je vais pas peser l'écart, ça va plutôt être le nombre d'écailles qui va compter, car au milieu des centaines de carpes, nagent des magnifiques foulis, des linéaires. Donc, mon objectif aujourd'hui, ça va être de toucher ces fameux poissons, ce que nombreux appellent des pépites. C'est vraiment un poisson, des styles de poissons qui me passionnent. Je trouve ça super beau. Donc on va lancer les cannes. Pour résumer, des nuisibles, une pêche de rendement avec forcément pas mal de pins au milieu. C'est pas ce que je préfère, mais ça fait partie de la pêche. Avec une faible chance de toucher une pépite. Donc on va dire que je me suis pas facilité la tâche, contrairement à Sébastien, tu m'en voudras pas. Il reste à lancer les cannes. Allez, c'est parti.
Allez, suivante. Yes. Bilan de cette première journée. Bon, chose promise, chose due. Il y a eu du poisson, je vous en avais parlé, la densité, on va dire, a plus que répondu présente. Il y a eu des lancers, des rappels, des petits poissons, des micro-poissons, des pins, des relancers, des rappels, des petits poissons, et enfin, au milieu de ça, boum, là, une linéaire de fou, elle sort, on va dire, au milieu de nulle part, au milieu de plein de petits poissons. Mais je m'y suis tenu et ça a payé, donc j'attaque cette nuit plus que confiant. Hop. Bon, on est au petit matin, nuit très fatigante, mais ouf, il y a un beau poisson au sac. Donc je vous avouerai, j'ai levé les cannes à 2 heures, à la fois pour faire reposer le poste, je trouve que c'est important, j'ai enchaîné plus d'une trentaine de départs en moins de 24 heures, et aussi pour reposer le bonhomme, on va dire, parce que à 2 heures j'étais cuit, j'en pouvais plus. Donc du coup, dans la précipitation de hier, j'ai pas abordé le choix du poste. À la base, j'étais parti pour pêcher un poste que j'ai ciblé en début d'année, qui m'a bien réussi, c'est la queue de lac. Il y a une ancienne lie de ruisseau qui se jette, c'est un super spot, mais ça a été extrêmement pêché ces derniers jours, donc voilà, j'aime pas trop passer derrière des amorçages, derrière des pêcheurs, il y a toujours une pression qui se met, c'est pas très bon pour la pêche. Du coup, j'ai carrément pris le contre-pied. Je suis parti sur une zone qui est pas accessible en voiture. J'ai pratiqué une pêche du bord. Ici, le bateau est autorisé, mais bateau et pêche de rendement, ça va pas ensemble, parce que le temps de tendre à 80-90 mètres, on perd du temps. Donc une pêche du bord, à la fois pour être plus rapide et surtout plus discret, parce que comme vous avez pu voir, il y a pas beaucoup d'eau, des faibles profondeurs. Donc le poste en lui-même, il y a une cassure à 90 mètres du bord. J'ai trouvé à la canne marqueur sondeur. On passe de 1,50 m à 2,30 m. C'est le seul spot que j'ai trouvé et j'ai concentré ma pêche là-dessus. Donc concernant l'amorçage, j'utilise les OFS, c'est des nouvelles bouillettes. Donc j'en ai mis pas beaucoup au début, une 40-50 bouillettes par canne. Et ma ligne de conduite durant la session, c'est d'en mettre pas beaucoup, mais souvent. Donc pour me tenir à cet amorçage-là, je mets le minuteur sur mon téléphone portable, je pratique souvent comme ça. Là, il se trouve, j'ai mis toutes les 45 minutes, je relançais une canne, je renvoyais 5-6 bouillettes, manière de faire un peu de bruit sur le poste et d'habituer les poissons à cet amorçage. Et je dois vous dire, au bout de, on va dire 2 heures de pêche, le minuteur, je l'ai mis de côté, ça partait toutes les demi-heures et c'est plutôt les carpes qui m'appelaient pour ramorcer. Donc elles en voulaient, je leur en ai mis régulièrement, souvent, et ça a payé avec une pépite, avec une autre pépite au sac que je vais montrer par la suite. D'abord, je vais prendre un café, et ensuite, je vous montre ce super poisson.
Je profite d'une accalmie pour vous présenter les montages que j'utilise. Bon, pourquoi je dis les montages? Car j'ai une habitude, c'est d'utiliser systématiquement sur des sessions de plusieurs jours 2 montages. Ça me permet ainsi de m'adapter suivant les piqûres, la fréquence de touche, etc., etc. Donc le premier montage, très simple, c'est un bas de ligne constitué de Fibrotech Cotide sur lequel je vais venir fixer mon hameçon avec un nœud sans nœud. Bon, rien de bien sorcier, mais ça fait ses preuves, ça marche partout, donc j'ai confiance. Le problème de ce montage, c'est quand arrive la nuit également égale les écrevisses. Ici, ça peut vite être un gros carnage et on peut vraiment passer à côté de la pêche si on n'adapte pas son montage aux écrevisses. Donc pour cela, j'utilise un montage qui va avoir la particularité d'être à la fois rigide et amener de la liberté à mon éche. Pour cela, j'utilise un hameçon Kershank sur lequel je vais fixer un kit 360 qui est constitué de 2 perles et d'un anneau. C'est très modulable, donc je peux suivant les perles, gérer la hauteur de mon éche par rapport à mon hameçon. Je fixe ensuite celui-ci un fluorocarbone grâce à un sleeve. Donc ça c'est côté personnel, mais j'aime beaucoup les sleeves. Ça m'évite ainsi de surchauffer le fluorocarbone, d'amener un point de faiblesse sur mon bas de ligne. Et c'est surtout très très solide. D'ailleurs c'est très utilisé sur les pêches en mer, les pêches fortes. Le fluorocarbone d'une 15-20 cm sur lequel je vais venir mettre 3 points de pâte plombée pour bien le plaquer au fond. Et enfin, qui dit pêche de rendement, dit rapidité, faut pas que je perde de temps. Et donc là, il n'y a rien de mieux qu'une attache rapide. Donc que je viens recouvrir d'un anti-tangle sleeve. Enfin, pour terminer, et pour être sûr de ne pas pêcher la goutte d'eau, un buoy guard. Alors ça, c'est l'élément indispensable de ma présentation. Avec ça, je suis sûr que les écrevisses vont pouvoir vraiment se faire les pinces un moment et que demain matin, mon montage sera toujours pêchant. Donc pour conclure, un montage rigide, une éche libre et une éche surtout bien sécurisée. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé la pâte d'enrobage qui m'a permis de toucher cette belle commune. Alors la base principale de ma pâte d'enrobage va être du Buoy Mix Chènevis. Alors pourquoi Buoy Mix Chènevis? Bon, tout simplement c'est le seul sachet que j'avais dans le sac et à la base j'avais pas prévu de pêcher avec des particules. Mais comme les touches commençaient à ralentir, mais là il a fallu trouver une parade. J'ai vu ce sac, une pâte d'enrobage, bon, ça fait tilt et les résultats ont suivi. Donc je pense que je suis sur la bonne voie. Donc base principale Buoy Mix. Ensuite je rajoute des micro-pellets. Pourquoi des micro-pellets? Parce que ça amène un temps de dissolution différent. Ça va amener de nombreuses particules. Ça va permettre aussi, grâce à leur faible granulométrie, de conserver un pouvoir liant qui est très fort. Et donc ça va mettre une grosse activité au fond de l'eau. Donc je mélange un peu. Je vais éclaircir ce mélange avec du colorant blanc. Donc pourquoi? Bien sûr de l'attraction visuelle pour les carpes. Mais là c'est pas les carpes que je vais viser. Ça va être les écrevisses. Les écrevisses m'ont embêté toute la nuit. Mais aujourd'hui je vais un peu les utiliser pour qu'elles viennent taper dans ma pâte d'enrobage. Ainsi, ça va créer un nuage au fond de l'eau autour de mon montage. Ça va éveiller la curiosité des carpes car ça va créer comme une fouille de carpe. Donc ensuite, vous connaissez la suite. Donc il me reste à mouiller. Pas beaucoup d'eau. On mélange. Bon, faut pas hésiter à laisser reposer pour que ça se gorge bien des micro-pellets, des attractants. Alors on peut mélanger soit à l'eau, si on veut une dissolution rapide, comme moi aujourd'hui, car je veux que ça travaille vite au fond de l'eau, ou soit au jaune d'œuf, si on veut une pâte très très dure et qui peut durer de nombreuses heures au fond de l'eau. Là on voit déjà que ça commence à coller. Donc il va me rester à fixer ça sur ma bouillette, sur mon plomb-pâte, et ça je vous garantis que jusqu'à présent ça a bien payé et je sens que ça va bien relancer ma journée.
clap de fin pour cette session. Ce lac du domaine public a carrément tenu ses promesses. Un nombre de départs, un nombre de runs astronomiques, un nombre de poissons et des très beaux poissons. J'ai pris des écailles plein les yeux. Le poisson il est rentré en masse sur les NFS durant toute la session. Donc je me dis pourquoi pas surfer sur la chance. Et maintenant direction un autre plan d'eau pour tomber un bloc. J'ai bien fait de continuer à forcer la chance. Je suis passé hier à la maison, j'ai pris 2 cannes, des préparations X-Tiger, des préparations X-Cheneville, des Tiger Scopex et le minimum vital pour faire une nuit à la belle étoile sur un lac à beaux poissons de ma région. Bon, les conditions de pêche sont pas évidentes. Grand soleil hier après-midi, vous avez vu, il faisait beau quand j'ai plié. Là, ils annoncent encore 35 degrés aujourd'hui, le soleil commence déjà à taper. Mais je crois que quand on a la chance avec nous, il faut continuer à surfer sur elle. Et cette nuit, pendant que je dormais paisiblement et profondément, 3-4 heures du matin, j'ai pris la canne sur un long run. Et là, j'ai senti que c'était lourd. Et effectivement, c'était très très lourd. Une super commune, un missile, elle m'a carrément cassé les bras. Bon, là pour le moment, je vous avouerai, il me faut surtout un bon café. Super commune, elle est un peu énervée. Maintenant, je passe la parole à Jean-Marc qui va vous présenter une belle pêche technique. Nous sommes aujourd'hui sur une gravière à proximité de la société pour une partie de pêche au zig. Malheureusement, les conditions de ces derniers jours au niveau météo ne sont pas très propices à ce type de pêche, dû aux baisses de pression et de température d'eau. Bon, c'est pas grave, on est ici, il va falloir s'adapter, ça fait partie de la pêche, on va aller s'installer avant que ça recommence à pleuvoir. Bon, pour réaliser une soupe destinée au zig, puisque l'une des particularités de la pêche au zig est bien entendu l'utilisation d'un effet nuageant, puisqu'on va utiliser des produits flottants donc sur différentes couches d'eau, eh bien on a différents produits mis à disposition, des produits prêts à l'emploi sous l'appellation Easy Stick, qui vont avoir la possibilité d'être sucrés, salés, effet nuageant, effet dispersant, pétillant, enfin différents types de produits, ainsi que des additifs susceptibles de pouvoir rehausser la valeur attractive ainsi que visuelle. Pour ma part, j'ai utilisé le Milky Explosion
parce qu'on est dans une situation un peu particulière où il y a peu de vent, une couverture nuageuse relativement importante, donc j'ai besoin d'avoir une forte visibilité. Donc je vais accentuer au maximum l'effet nuageant. Pour ça, j'utilise le Milky Explosion qui est déjà cet effet-là. Par rapport à cette Milky Explosion, de manière à faciliter au maximum le travail, j'ai rajouté du chêne vie. On va pouvoir rajouter des pellets, on va pouvoir rajouter des flocons de maïs, on va pouvoir utiliser une multitude de produits. Pour ma part, j'ai utilisé le chêne vie de manière à faciliter, de par l'aspect gras, le côté pétillant et le travail effectif des différentes particules. Et le dernier point, eh bien, le côté gustatif. Côté gustatif, le Milky Explosion aujourd'hui a la possibilité d'être légèrement sucré. J'ai favorisé ce phénomène-là en utilisant le Squirt's Pineapple, de manière à pouvoir accentuer le côté gustatif et faire un nuage olfactif susceptible d'attirer plus de poissons. Et le dernier point très important dans certains cas, mais pas dans toutes les situations, c'est de favoriser cet effet nuageant avec un marquage relativement important. Ça peut être fait notamment par l'intermédiaire des spot clouds qui existent de différentes couleurs, qui existent en vert, qui existent en jaune, qui existent en blanc, nécessaires, et qui vont être choisis en fonction des indices de luminosité. Pour ma part, la couverture étant relativement sombre, j'utilise le jaune de manière à avoir vraiment un aspect visuel sur une eau qui va avoir une teinte relativement sombre. Je vais mélanger l'ensemble, bien évidemment, de manière en différentes étapes, de manière à pouvoir imprégner les premières particules dans un premier cas, et laisser travailler le produit. Donc il est toujours conseillé de préparer sa soupe en arrivant au bord de l'eau avant de s'installer, ce qui va permettre de pouvoir avoir ce travail effectif. Et ensuite, rajouter de l'eau par étape, tout au long de la journée, en fonction de l'indice nuageant qu'on souhaite avoir. Plus on va trouver les poissons dans le fond, plus on va avoir une pâte relativement épaisse de manière à favoriser la descente, plus on va avoir des poissons qui travaillent dans la première couche d'eau, plus on va rajouter de l'eau de manière à avoir un effet nuageant et rester sur la première partie, donc surface et les 2-3 premiers mètres. Donc l'une des phases importantes dans la réalisation et dans la pêche du zig, c'est bien évidemment la notion de sondage, parce que c'est ce qui va nous permettre bien évidemment de pouvoir calculer avec exactitude et connaître avec exactitude la colonne d'eau et la profondeur, de manière à pouvoir évaluer ensuite les différentes couches d'eau et pouvoir réaliser les bas de ligne. Pour ça, eh bien, il faut une canne à sonder, un flotteur, un plomb, et réaliser donc un montage simple et efficace, constitué d'un flotteur marqueur, sur lequel, bien évidemment, vous aurez la possibilité de pouvoir changer les couleurs d'ailettes en fonction de la luminosité, de manière à accentuer au maximum sa visibilité. Vous avez du rouge, du jaune, du noir, et ça en fonction des différents types de lumière. Ensuite, on utilise bien évidemment un plomb à sonder. Ce plomb à sonder est constitué de différents picots, de manière à pouvoir retransmettre de façon systématique les différentes natures de fond. Fond dur, fond mou, fond souple. Ça, c'est valable énormément à partir du moment où on pêche sur le fond, donc opposé. En ce qui concerne le zig, étant donné qu'on est fait pour évaluer et pour pêcher et prospecter les différentes couches d'eau, la nature du fond a moins d'importance. Par contre, ce qui est important, bien évidemment, c'est la profondeur, comme je le disais tout à l'heure. Donc pour sonder jusqu'à maintenant, on avait tendance à pratiquer de façon différente, on utilisait des potences, on utilisait des choses qui étaient plus ou moins pratiques et qui avaient tendance malheureusement à s'en mêler, ce qui rendait l'activité de sondage parfois très compliquée. Une petite astuce qui sort chez Starbait cette année, c'est cette potence à sonder, qui tout simplement va permettre de créer une rigidité sur la partie plomb et faciliter la notion de coulisseau. Cette notion de coulisseau va permettre systématiquement de pouvoir transmettre, quelle que soit la distance, faciliter au maximum la glisse de la tresse et permettre le sondage de façon systématique en évitant les emmêlages lors du lancer. Alors la petite astuce qui est importante, c'est bien évidemment le fait de rajouter une perle en extrémité de l'émerillon de manière à cacher le nœud et éviter que le nœud vienne se bloquer dans le début de l'orifice, ce qui empêcherait bien entendu l'activité coulissante. Voilà, simple mais efficace.
Pour réaliser un montage zig, plusieurs éléments sont nécessaires. Tout d'abord le nylon, ensuite l'hameçon et enfin lèche. En ce qui concerne le nylon, j'utilise deux types. Le premier, sur les endroits encombrés, lorsqu'il y a quelques obstacles et qu'on est amené à combattre les poissons et à les travailler et les sortir de zones un petit peu encombrées, j'utilise le diamètre 24 et le diamètre 26 en shadow. Aujourd'hui, je suis sur une gravière où les obstacles sont pratiquement inexistants et où la pêche est relativement technique, auquel cas je suis obligé de descendre en diamètre. J'ai donc utilisé le nylon filling en 22 centièmes. Première étape. La deuxième étape, l'hameçon. L'hameçon, deux grands types d'hameçons. Tout d'abord, la nouvelle gamme, le Power Hook, que j'utilise en diamètre 8 en curved, parfaitement adapté sur ce genre de situation parce que c'est ce qui va permettre de pouvoir piquer instantanément le poisson lors de l'engamage, ou alors sur des pêches avec des éches un petit peu plus fines, le SB6 en numéro 6 ou en numéro 8. Le dernier point, la partie échage, qui doit être systématiquement accolée à l'hameçon, le plus possible, de manière à avoir le même type de présentation que ce qu'on va avoir sur une pop-up ou sur un shod. Dans ces cas-là, j'utilise différents types d'èches, différentes couleurs, différents diamètres, que ce soit des dumbbells sur des pêches difficiles, sur des poissons qui ont tendance à engamer des petits appâts, ou sur des appâts plus gros quand il y a des indices de flottaison un petit peu plus importants pour faciliter la tension du bas de ligne sur des bas de ligne qui font 6, 7, 8 mètres. Disponible l'année prochaine soit en kit, ce qui va faciliter l'adaptation éventuelle en fonction du type de pêche, des circonstances et de la réception des poissons, ou alors en individuel, sous différentes couleurs, différentes formes, de manière à pouvoir avoir exactement ce qui correspond à la pêche du moment. La deuxième partie importante dans la pêche au zig, c'est tout ce qui est activité d'amorçage. Donc l'activité d'amorçage, c'est tout simplement propulser une soupe ou différents types de produits susceptibles de créer une activité autour
des bas de ligne qui auraient été lancés. Pour ça, moi j'utilise une canne, on va avoir besoin d'un outil digne de ce nom, qui va permettre de pouvoir propulser des bêtes roquettes ou des bombes de tailles différentes en fonction du volume d'appât qu'on souhaite véhiculer. Et pour ça, on a besoin d'un outil puissant, simple d'utilisation, robuste et facile de nettoyage, donc le plus sobre possible, ce qui va permettre très facilement de pouvoir le mettre dans l'eau, parce que quand on pêche au zig, la problématique qu'il y a, surtout quand on pêche avec une soupe, c'est que ça a tendance à être salissant. Donc pour ça, on a besoin d'avoir un outil qui soit le plus sobre possible, de manière à pouvoir régulièrement le mettre dans l'eau et pouvoir le laver pour avoir un produit qui reste utilisable facilement. Donc moi j'utilise, là j'ai dans les mains un nouveau proto qui va être dans la gamme Blue Line, qui va être une spod en 13 pieds, donc 3,90 m et d'une puissance de 5,5 livres. Donc l'intérêt de cette canne-là, eh bien, c'est effectivement de pouvoir propulser, quelles que soient les conditions atmosphériques qu'il va y avoir, que ce soit le fait qu'il y ait du vent, que ce soit la notion de distance, que ce soit la notion de puissance, parce qu'on a des volumes relativement importants à véhiculer, eh bien cette canne-là va pouvoir résoudre la problématique, parce qu'on est vraiment sur un blanc qui est très puissant et qui va permettre de pouvoir envoyer, pour des spécialistes, des bombes à plus de 200 mètres. Donc voilà, on est équipé systématiquement d'anneaux Fugis, qui va permettre de faciliter une glisse au niveau de la tresse, un porte-moulinet qui est surélevé de manière à accentuer au maximum la notion de levier et faciliter les lancers à distance et apporter une puissance supplémentaire. Donc les anneaux sont positionnés exactement comme la gamme Blue Line et vont vous permettre de pouvoir lancer des produits précisément à la distance que vous le souhaitez et aux endroits précis où vous aurez positionné vos lignes. Voilà pour la canne. Ensuite, bien un moulinet, de la même façon, un moulinet le plus sobre possible. Là, vous avez devant vous un nouveau produit qui va s'appeler Talos et qui va sortir sur la saison prochaine et qui aujourd'hui est un moulinet dédié pour la pêche du spod. Les caractéristiques principales, eh bien, c'est le fait d'avoir un enroulement et un retour de manivelle avec une longueur relativement importante, puisqu'on est sur du 1,20 m, ce qui va permettre de pouvoir ramener les spods facilement, puisque sur une pêche au zig, on est amené à amorcer de façon très régulière avec 10-12 spods entre 20 minutes et une demi-heure en fonction des endroits, et donc il va falloir avoir un outil une fois de plus qui va permettre de pouvoir ramener facilement les bêtes roquettes ou les bombes sans aucune difficulté et sans fatigue. Donc voilà. Ensuite on est sur différents roulements à billes, une bobine qui est peu profonde de manière à limiter au maximum la capacité, parce qu'une fois qu'on aura atteint 200-250 mètres, on est sur un maximum. Et voilà, et ça vous fait un ensemble qui est équilibré et qui va vous permettre de pouvoir pêcher avec aisance au zig ou à tout autre type de pêche. Voilà. Donc là, ben, on va l'utiliser et puis on va mettre en pratique ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire tout simplement, eh bien, mettre une petite quantité, hop, on ferme, on laisse aller, on ramène, on veille pour faciliter les lancers à ce que la bobine soit toujours le plus haut possible, de manière à faciliter au maximum le dégagement de la tresse lorsque l'on va lancer et éviter les frottements inutiles. Ensuite, un doigt de lancer, ça semble indispensable pour éviter les coupures intempestives, ce qui limiterait la partie de pêche. Et ensuite, eh bien, en fonction des distances, eh bien, il n'y a plus qu'à envoyer avec précision. Bien entendu, j'ai un spot qui est clipsé. Il ne me reste plus qu'à accompagner le sbombe ou le bête roquette qui arrive dans l'eau. J'arrive au clips, je ramène. Et il n'y a plus. Cette action n'a plus qu'à être réalisée plusieurs fois, de manière à créer une activité autour des lignes et pouvoir inciter les poissons à venir dans la zone dans laquelle que vous prospectez.
Donc après un sondage méticuleux permettant de définir la zone dans laquelle j'allais me mettre à pêcher au zig, parce que ce qui est important dans la pêche au zig, c'est de trouver une zone sur le plan d'eau qui soit susceptible, avec un minimum de déplacement au niveau des poissons, d'intercepter un maximum de poissons. Donc pour ça, on essaye de trouver, la gravière a une morphologie relativement ronde, donc on a essayé de trouver une place qui soit susceptible de pouvoir atteindre le premier tiers ou la première moitié sans aucune difficulté. Donc le sondage a prouvé qu'effectivement les profondeurs maxi oscillaient entre 7 mètres, 7 mètres 50. Dans le cas de la pêche au zig, ce qui est important dans le sondage, c'est de trouver la colonne d'eau et de trouver une zone qui soit relativement uniforme dans le fond, de manière à ce qu'aux aléas des lancers, on se retrouve sur un bas de ligne qui travaille dans la même couche d'eau. Parce que vous comprendrez facilement que si on tombe sur des zones de cassure à 1 ou 2 mètres près, un bas de ligne de 6 mètres qui se retrouve dans 8 mètres d'eau a une différence de colonne d'eau, une différence de couche, et donc on pêche des couches différentes, donc on a du mal à pouvoir évaluer la zone dans laquelle les poissons se trouvent. Donc une fois que ce sondage a eu lieu, eh bien on a posé les lignes correctement et j'ai commencé à créer une activité de spodage régulier, à savoir pour commencer autour de 10 ou 12 spods toutes les 30 minutes, avec une soupe relativement liquide, puisque les premiers bas de ligne ont été réglés, un à 6 mètres et l'autre à 5 mètres 50. J'ai prêté attention bien évidemment au sens du vent, de manière à pouvoir un effet nuageant entre le point d'impact et l'endroit où le nuage se répartit, eh bien le vent a forcément une incidence, donc il est important de maintenir les éches à la hauteur du déplacement du nuage. Donc bien évidemment le bas de ligne le plus long à l'impact du spod, le bas de ligne le plus profond dans le sens du vent. Donc c'est ce qu'on a effectivement fait. La première touche s'est pas faite attendre, puisque autour de 20-25 minutes plus tard, juste après avoir fini l'activité de spodage, eh bien la première touche se fait déclencher. C'est déclenché avec une jolie commune qui nous a bien amusé, un poisson combatif, et qui nous a surtout rassuré sur la situation du jour, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les conditions n'étaient vraiment pas réunies, et ça nous a rassuré sur le fait que quelques poissons étaient en activité, donc incité effectivement à avoir une recherche à ce sujet. Donc ce premier poisson pris, donc on a retenu l'information d'un bas de ligne de 6 mètres d'une couleur jaune, et donc on a continué ce type de pêche. Très rapidement, on s'est rendu compte que ça n'avait pas d'activité. J'ai continué l'activité de spodage très régulier, mais bon, 1 heure passée, 2 heures passées, bon, pas grand chose. Donc entre ces 2 heures, bien évidemment, on a commencé à jouer sur les réglages de hauteur, parce que une pêche au zig, c'est une pêche active, c'est pas une pêche statique. Donc ça permet effectivement de pouvoir prospecter les différentes couches d'eau. Donc on a essayé ensuite de changer les longueurs de bas de ligne de manière à pouvoir essayer de prospecter un petit peu plus profond en faisant une soupe cette fois-ci un petit peu plus épaisse. Donc pour ça, entre la soupe liquide et la soupe épaisse, j'ai toujours tendance à humidifier que la première partie de mon seau de manière à garder une croûte entre guillemets dans le fond plus épaisse, ce qui va me permettre en fonction de la hauteur réglée de pouvoir avoir le produit qui va avoir la densité correspondant à la couche que je souhaite prospecter. Donc on a continué le réglage des bas de ligne jusqu'à obtenir une hauteur moyenne de 3 mètres, 3 mètres 50, toujours avec du jaune et avec une touche supplémentaire. Donc on s'est retrouvé avec 3 mètres 50 et au niveau des 3 mètres 50, très rapidement, on s'est rendu compte également que les poissons, même si aujourd'hui le zig est peu pratiqué sur cette gravière, on est quand même sur une pression de pêche sur le fond relativement importante et les poissons ont tendance à avoir une certaine éducation. Et cette éducation, ils se la retransmettent très rapidement, même sur les hauteurs d'eau. Alors pour ça, il faut avoir ce qu'on appelle une adaptation. Donc on a très rapidement ensuite changé les différentes couleurs. Donc on est passé du jaune au noir, de manière à se dire, l'avantage du noir, c'est que ça crée un contraste assez important à partir du moment où les poissons sont plus profonds que la longueur de bas de ligne, puisque ça crée un contraste par rapport à la surface. Et là, on a touché de façon surprenante deux poissons supplémentaires, donc on s'est rendu compte que la bonne hauteur c'était vraiment 3 mètres 50. Mais la problématique, on avait une problématique malgré tout parce que la pêche ne se construisait pas d'attraction. Donc on a essayé de trouver
j'ai essayé de trouver une solution de manière à pouvoir accentuer cette attraction visuelle, puisque quand on parle de mousse de différentes couleurs, on a vraiment à faire une attraction visuelle, en les augmenter. Et j'ai eu l'idée d'utiliser ce qu'on appelle les droppers, qui sont dans la gamme Concept ou qui sont dans la gamme Adit. Et on a utilisé le Demon. Parce que, comme je vous l'ai dit, les derniers jours étant imprégnés d'une pression et pas mal de précipitations, on est sur une eau qui avait baissé en température. D'ailleurs, quand on est arrivé le matin, on avait une eau qui fumait, preuve de la différence de température entre l'air et l'eau. Donc fatalement, dans une eau qui est plus froide, eh bien l'impact visuel ne suffit pas forcément. Donc l'utilisation de dropper va permettre d'allier l'attraction visuelle à une attraction odorante, olfactive, de manière à faciliter la localisation de léchage. Donc on est resté sur le dumbbell noir, sur lequel j'ai rajouté le dropper Demon. Et là, entre le moment où j'ai lancé et le moment où on a eu la touche, je pense qu'il s'est passé 3 minutes. Donc on s'est dit, ça c'est quelque chose, c'est une information qui est vraiment intéressante. Donc c'était une information supplémentaire par rapport à la hauteur d'eau. Eh bien je suis passé du dropper Demon au dropper acétone N-butyrique, qui lui est un produit 100% soluble et qui reste autour de l'èche, ce qui va permettre de faciliter, d'accentuer la notion de localisation en accord avec la couleur jaune, et c'est là que les touches se sont déclenchées et qu'on a eu des touches régulières jusqu'en fin d'après-midi, où là la couverture nuageuse était relativement importante et où on a choisi de rentrer. Bien, la journée se termine comme elle s'est commencée, sous une pluie incessante. On a eu en tout et pour tout 2 heures d'accalmie tout au long de la journée. Malgré tout, mission accomplie, puisque on a eu la chance d'avoir 8 touches, et sur ces 8 touches de prendre 7 poissons. On a perdu un poisson bêtement sur la bordure, dans les branches, mais bon, comme quoi il est possible de prendre des poissons ausiques dans d'autres conditions que sous un soleil de plomb. La preuve en est. Et je vous souhaite beaucoup de plaisir au bord de l'eau. J'espère que vous en prendrez autant que j'ai pu en prendre aujourd'hui. Et puis je vous dis à bientôt.